L'extérieur d'un virage avec un dégagement bien large ou un mur protégé par quelques piles de pneus, c'est pas la même ambiance en cas d'erreur. Salut, c'est Zoomstrat. En 2026, 24 grands prix sont prévus, mais les circuits sont très différents les uns des autres. Certains sont des rues étroites avec des murs partout, d'autres des autoroutes à 340 km/h. Et ces différences changent tout en stratégie. Pneus, arrêts, dépassements, gestion de l'énergie, choix du mode X ou Z. Alors aujourd'hui, on va tenter de classer ces 24 circuits et zoomer sur leurs spécificités. Let's go! Petite précision avant de commencer, le maître mot de cette vidéo sera exception. Les faits énoncés sont des généralités, mais on peut toujours trouver au moins une exception pour chaque règle, comme tu vas vite pouvoir t'en rendre compte. D'ailleurs, je vais mettre un petit compteur d'exceptions en haut à droite. Et désolé pour la voix de canard, je suis malade, j'ai attendu le plus longtemps possible avant d'enregistrer, mais là il faut y aller. Donc faudra malheureusement faire avec, sorry. Parenthèse fermée, on peut commencer la vidéo. Avant d'attaquer les différences, il est peut-être intéressant de se pencher sur les points communs entre tous les circuits, les normes de la FIA. En effet, tous les circuits doivent faire entre 3,5 et 7 km, deux exceptions, Monaco et Spa, qui sont respectivement le plus court et le plus long circuit. Avoir une grille de départ de minimum 15 mètres de large et le reste de la piste minimum 12 mètres, exception pour Bakou et Monaco. Avoir des lignes droites de maximum 2 km, respecter un certain nombre de normes de sécurité. Après les points communs, attaquons-nous aux différences. On peut commencer par simplement différencier les circuits permanents des circuits urbains. Exception, le circuit du Grand Prix du Canada à Montréal, qui est semi-urbain, mais généralement compté comme urbain. Les circuits permanents sont des infrastructures dédiées aux courses, tandis que les circuits urbains sont des rues fermées pour l'occasion. En 2026, 9 des 24 circuits seront urbains, c'est presque 40% du calendrier. Alors, ces fameuses différences. Tout d'abord, au niveau de la sécurité et des infrastructures. Les circuits permanents sont plus sûrs entre guillemets grâce à la présence de dégagements, notamment à l'extérieur des virages. L'asphalte des circuits urbains est irrégulier, trous, lignes blanches, plaques d'égout. Et en parlant de plaques d'égout, elles sont un réel danger si elles ne sont pas correctement fixées car au passage d'une F1, elles sont aspirées et peuvent donc endommager le dessous des voitures, voire pire, causer un accident. Les rues sont généralement plus étroites que les pistes permanentes. Exception par exemple le strip de Las Vegas. Et puis, ces structures qui sont toujours mieux si elles sont permanentes. Centre médical, tribune, stand et paddock. Ensuite, les différences au niveau des tracés. Les circuits permanents ont généralement un tracé plus varié, mêlant virages rapides et lents, courbes et lignes droites, et rendant difficile un classement par sous-catégorie, haute vitesse et technique. Ils iraient presque tous dans la case mixte. Les circuits urbains, eux, ont généralement un tracé moins complexe et plus sinueux, avec des virages en épingle ou à 90 degrés. À noter que les virages lents comme les virages rapides abîment la gomme, mais via des mécanismes différents. Et pour finir, les différences au niveau des dépassements. Ils sont rares et quasi impossibles sur la plupart des circuits urbains, sans DRS ou MOM. Surtout à Monaco et Singapour, rendant la phase de qualification et donc l'ordre de départ encore plus crucial que pour les autres GP. En plus de la permanence et du tracé des circuits, on peut aussi envisager un classement en fonction de la vitesse, que ce soit par vitesse moyenne en qualification ou par vitesse maximale atteinte sur le circuit. Pour ce qui est des vitesses moyennes en qualification, on a d'abord les deux circuits les plus lents avec une vitesse moyenne inférieure à 200 km/h, Monaco et Singapour. Ces deux circuits étant donc assez économes en gomme, en tout cas du point de vue de l'usure due à la vitesse. Ensuite, entre 200 et 220 km/h, on a Bahreïn, Miami, Madrid, Montréal, la Hongrie, Zandvoort, Bakou, Brésil et Abu Dhabi, qu'on appellera les moyens lents. Puis les moyens entre 220 et 230 km/h, Melbourne, Shanghai, Austin au Texas, le Qatar et Barcelone. Après, on passe aux moyens rapides, avec une moyenne entre 230 et 240 km/h. Le Japon, l'Autriche, la Grande-Bretagne, le Mexique et Las Vegas.
Et enfin, les plus rapides, avec une vitesse moyenne située entre 240 et 260 km/h. Jeddah, Spa-Francorchamps et Monza. Jeddah est une belle exception concernant la généralité disant que les circuits urbains sont les plus lents. Si on se penche plutôt sur la vitesse maximale atteinte, on peut noter que sur Monaco et Bakou, on ne dépasse pas les 300 km/h. Contrairement à Spa, Monza, Bakou, Mexico et Las Vegas, ayant de longues lignes droites permettant de dépasser les 340 km/h. Un dernier critère de classement peut être l'usure des pneus, qui est due à différents facteurs. L'abrasivité de la piste, les pires étant Bahreïn, Silverstone, Barcelone, Suzuka et Spa. Mais d'autres méritent d'être cités. La Hongrie, les USA, Miami, Jeddah et Zandvoort. Autre facteur, la température ambiante et l'humidité. Et là, je vous renvoie à la vidéo précédente sur la météo pour de plus amples explications. On peut citer Jeddah, le Mexique, Bahreïn, Miami, la Hongrie, le Brésil, Abu Dhabi et Singapour. Troisième facteur d'usure, le sable, qui agit ni plus ni moins comme du papier de verre dans les régions désertiques, donc Jeddah, Qatar, Bahreïn et Abu Dhabi. Et enfin, les virages, qui, comme je l'ai déjà dit, qu'ils soient lents ou rapides, détruisent les pneus chacun à leur manière. On peut citer notamment la Hongrie et Silverstone. À noter toutefois que l'abrasivité d'une piste peut évoluer d'une année à une autre, après un resurfaçage par exemple. Pour finir, en plus de la météo, d'autres conditions particulières peuvent affecter une course. Les courses de nuit qui nécessitent un éclairage artificiel, comme par exemple à Singapour, mais aussi, on n'y pense pas souvent, l'altitude. Et oui, l'altitude à laquelle se trouve le circuit peut impacter l'aérodynamique, comme c'est le cas à Mexico, en environ 2200 mètres d'altitude. La traînée est moins importante et les voitures vont plus vite. C'est un peu un DRS naturel. Conclusion. Le type de circuit d'un Grand Prix a deux impacts stratégiques majeurs. Premièrement, les circuits étroits avec peu d'opportunités de dépassement rendent les qualifications cruciales et les stratégies avec un seul arrêt au stand sont privilégiées. Aucun arrêt pourrait même être envisagé à Monaco en 2026 avec les nouvelles gommes plus résistantes. Deuxièmement, les circuits les plus abrasifs obligent généralement au moins 2 arrêts, rendant l'ordre des qualifications un peu moins irréversible. Si on veut aller plus loin, ces informations pèsent également dans la balance lorsqu'une décision doit être prise en course, à la sortie d'une safety car ou encore lorsque la pluie s'invite. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, ça m'aide énormément avec l'algo. Dans la prochaine vidéo, on creusera plus en détail les différents types de stratégies en F1. Les grandes discussions pleines de jargon te paraîtront enfin claires comme de l'eau de roche. D'ici là, porte-toi bien et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye!